Alors, ce parcours, je ne pense pas qu'on ait la prétention de donner tout le paysage des littératures et des écritures romanesques dans le Maghreb, mais pour donner une première approche, une sorte de premier cercle, si vous voulez. Je présente très rapidement des auteurs qui sont là. Tout à droite, Anissa Bouziane, l'auteur de Sable, qui est un roman écrit d'abord en anglais, en américain, et traduit ensuite en français. Assouna Mosbahi, Pas de deuil pour ma mère, qui est un texte traduit de l'arabe. Oui, c'est ça. Amin Zawi, alors c'est pas un roman. C'est un essai. C'est un essai, mais ce sont des essais qui se lisent comme peut-être pas un roman, mais plusieurs. À chaque fois, il y a quelque chose qui naît, il y a une histoire qui naît, et c'est très drôle. Je le signale, une drôlerie qui est parfois un peu problématique. Rabia Djelti, Les ailes de Daouya, chez Barzac, qui nous raconte une drôle d'histoire, qui nous plonge dans l'avenir, un avenir un peu particulier. Et Abdelkarim Belkacem, La mémoire de Saguir, qui nous vient du Maroc, et qui est un auteur prolifique. On peut se rendre compte de la bibliothèque. Il a très bien fait de venir avec cette bibliothèque. Alors, c'est délicat de présenter une café littéraire ou une table ronde avec des écrivains de fiction, dans la mesure où les terrains de discussion sont un peu complexes. C'est pas comme si on avait une thématique comme on a pu en avoir, comme j'ai pu en conduire dans la journée d'hier ou d'avant-hier. Et donc, pour éviter quand même certains effets de prise de parole individuelle, et puis on passe au suivant, et selon un rituel. Je suis le gardien du temps ici, on en a pendant 1h30, jusqu'à 2h45. Je vais essayer une approche un peu particulière, et j'en ai parlé avec deux auteurs tout à l'heure. Tous ces textes, sauf peut-être évidemment celui de Amin Zawi, je vais le mettre un peu de côté pour l'instant, racontent des histoires qui sont des histoires de formation, des histoires de parcours initiatique, même dans certains cas. Et il y a cette parenté qui est assez forte, des rencontres, des histoires de vie, des parcours. Et là, on va retrouver Amin Zawi, parce que lui, il fait plutôt un travail de déconstruction de ça, si je peux me permettre, et du monde des croyances, avec un texte qui s'intitule « Allah n'habite pas à la Mecque » pour la déconstruction du sacré. Le programme est donné. Alors c'est très intéressant, parce qu'une partie des soubassements, des discours qui sont rapportés dans les textes, eh ben, on en a une autre perception de cette façon-là. Alors, je vais commencer, je propose de commencer avec vous, Abdelkarim Belkacem, avec la mémoire de Saguir. Or, il me semble bien que vous travaillez à partir des mémoires familiales, et que vous écrivez des histoires à partir de ces mémoires familiales, ce qui pose quand même un certain nombre de questions relatives à l'écriture et au choix des modalités de l'écriture. Avant de répondre à la question, je voudrais remercier l'association Coup de Soleil qui m'a invité à cette grande fête de la lecture et la littérature. Je voudrais dire que pour comprendre ma façon d'écrire, pour mon esprit d'écriture, il ne faut pas appuyer seulement sur un seul de mes livres, qui est La mémoire de Saguir. C'est vrai que ce livre-là, c'est la vraie histoire de mon père. C'est la mémoire de Saguir, c'est la vraie histoire de mon père, malgré que peut-être qu'on peut dire que c'est l'histoire de mon père et l'histoire de moi-même, parce que nous, comme des humains, on emporte toujours la mémoire de nos parents
ce qui est bien, ce qui est mal, ce qui leur fait de bien et ce qui leur fait aussi du mal en nous-mêmes. Et peut-être que si on voit la science psychologique contemporaine, il reconnaît que toujours il y a de nos parents, nous, jusqu'à la mort, peut-être même on le transmet aux générations futures. C'est vrai, ce livre-là, c'est une histoire de mon père, une vraie histoire de mon père, mais romancée. Et l'histoire de mon père dans ce livre-là, qui est la mémoire de sa guerre, en vrai, ce n'est qu'un pilier, ce n'est que la colonne vertébrale du texte. Parce que ce serait simple si je raconte seulement l'histoire de mon père dans un livre, sans parler de l'entourage de mon père, etc. Ce livre-là, il commence par une petite histoire de mon père. Lui, il était berbère. Mon père est un berbère qui vient du sud du Maroc, d'une ville que les gens qui voyagent au Maroc la connaissent bien, c'est la ville de Tiznit. C'est une ville qui est vraiment au fond du sud, vraiment aux frontières avec le Sahara marocain, etc. Après Agadir de 100 km, c'est une ville qui est vraiment berbère et c'est une ville que si on veut, par exemple, connaître le Maroc en 1800, 1600, il suffit d'aller voir cette ville-là parce qu'elle a gardé la tradition vraiment marocaine. Bien sûr qu'il est berbère, mais on fait cette erreur parfois qu'on dit qu'il y a au Maroc des berbères et des arabes. Il n'y a ni berbères ni arabes par rapport aux traditions. Les traditions, vraiment, la plupart du temps, sont les mêmes dans le comportement, les habits. Vous pouvez voir ici, comme vous voyez là, la vraie photo de mon père, c'est son visage qui est illustré par une illustratrice qui habite en Angleterre, à London, et elle est française. C'est elle que je lui ai donné la photo de mon père, la vraie, la seule que j'ai empruntée de livret de famille, etc. Pour qu'elle essaye de mettre l'âme de mon père dans ce livre-là. On peut croire qu'il est un arabe, mais en vrai, c'est un berbère. Et les Arabes et les Berbères au Maroc, ils ont les mêmes habitudes, même par rapport à leurs habits, les repas aussi, la gastronomie, etc. Et même les traditions, surtout en relation avec la religion islamique, on trouve que les Berbères sont plus vraiment des vrais croyants que les Arabes au Maroc. Et même les Juifs. Vous voyez là, dans par exemple, les villages au Maroc, on trouve qu'il y avait des familles juives qu'on ne peut pas séparer entre eux et les autres familles berbères et aussi les autres familles marocaines. Ils ont même tradition. Mon père, son histoire qui est vraiment touchante, qui m'a poussé à écrire ce livre-là. Je n'ai pas écrit ce livre-là comme ça parce que c'est mon père, je voudrais le mettre en héros, mais son histoire, elle est touchante vraiment, sentimentalement. Mon père était dans un petit village au haut de l'Atlas, après la ville de Tiznit de 30 km, qui s'appelle ce village-là, Et Brahim. Et ce village-là, il n'y avait que des familles, des berbères, ce sont des familles, ils se connaissent les uns les autres, et ils ont des parties de terre qu'ils ont héritées il y a des années de ça. Et mon père, il avait dans sa famille de l'héritage de 4 montagnes de l'Atlas, 4 montagnes et des petites forêts comme ça d'arganier. Vous connaissez l'arganier, qui est un arbre qu'on utilise de l'huile d'argan qu'on mange, ou bien il est utilisé dans beaucoup de domaines. Et à un certain
Un temps, mon père, il est allé pour réclamer son héritage de sa tante, etc. Et l'un de sa famille, il a témoigné, il a dit que cette partie de la terre, qui est une partie vraiment fertile, elle est vendue. Mais il a menti, parce que mon père, il sait que cet homme-là, il a vraiment menti, il ne dit pas la vérité. Et mon père, il est sûr, d'après même ses cousins, ils sont des cousins eux-mêmes, il n'a pas accepté ce mensonge et il a pris la décision de laisser tout son héritage et de partir loin de village, loin de la famille et de recommencer sa vie de zéro. Il est parti de la ville de Tiznit vers la ville d'Agadir, il est resté un certain moment, puis il est parti vers la ville de Sawera et il a vécu là-bas. Il s'est marié avec 4 femmes. Il n'était pas un homme macho, ni un homme méchant qui maltraite les femmes, mais il n'avait pas de chance qu'il reste avec une seule femme comme il est l'habitude ici. On aime bien de rester toute la vie avec une seule femme, mais parfois il y a des problèmes qui poussent au divorce. Mais mon père, c'est la même chose au Maroc. Il a épousé la première, elle est morte. Il a épousé sa sœur, elle est devenue folle. Après, les 2 autres femmes, elles sont l'une après l'autre dans la ville de Sawera. Je trace cette ville-là, et ce n'est pas seulement la vie de mon père. Et après ce moment-là de Sawera, où il parle beaucoup de la forêt de Sawera, je crois que les gens qui connaissent le Maroc, qui connaissent Essaouira, ils connaissent une forêt qui est très célèbre, qu'on utilise le bois de ces arbres pour les traditions artisanales, fabrication du bois, etc. Excusez-moi, Abdelkarim, parce qu'il faut lire le livre. Vous n'allez surtout pas nous le raconter. Ah non, ne vous inquiétez pas, il y a toujours des choses. Je voudrais juste, excusez-moi de vous interrompre ça un peu brutalement, enfin, on fait tourner la parole, mais juste, il y a quelque chose que vous n'avez pas dit, me semble-t-il, qui est très très important dans le livre. 2 aspects, moi, qui m'ont beaucoup frappé, qui est d'abord que le narrateur s'adresse, c'est un texte écrit à la 2e personne, et ça, c'est un dispositif d'écriture très particulier, d'une part. D'autre part, vous l'avez tout à fait amorcé, il y a l'histoire de la spoliation, du vol des terres, dans des cultures, des civilisations paysannes, il n'y en a plus beaucoup en Europe, c'est fondamental. Et à partir de là, il y a quelque chose qui est un double. Il y a d'un côté ce récit de la misère, même effroyable. Oui. On va toucher à des fondamentaux, je dirais, de la précarité et de l'horreur sociale. Et en même temps, il y a un personnage ici qui, dès les premières pages dans ce roman justement de formation, qui se pose comme lui, sachant, c'est-à-dire qu'il a un fils, qui a fait des études, et qui parle. Je me permets juste de citer un tout petit passage. Tu cherchais toujours la vérité, tu te posais des questions sur la bonté, tu préférais l'idéal au réel, c'est vrai que la vie était dure pour quelqu'un comme toi, c'était une façon de fuir l'enfer que tu vivais et tu as choisi l'interdit. Un ignorant te dira, un philosophe est un mécréant, ce n'est pas ce que tu cherches. Au plus haut sommet de la civilisation islamique, on avait des philosophes, Farabi, Avicenne, Ibn Khaldun. Pourquoi, après 600 ans, va-t-on dire que les philosophes sont des mécréants? Le monde est devenu l'abri des ânes et de l'obscurantisme. Donc on est aussi ailleurs que dans cette biographie du père. Donc le texte, pour moi, c'est aussi un texte miroir, enfin, miroir du monde, miroir oui, c'est vrai. Des choses. Voilà, et ça me semble tout à fait essentiel. Si vous pouviez nous dire rapidement 2 mots sur cet aspect de votre projet. D'accord. Le narrateur qui est Sarer et qui est en même temps le personnage, il apparaît en 2 images. La première image, c'est l'enfant dont vous avez parlé, peut-être moi, l'écrivain, qui est fils de Hussein Ben Qassem, qui est le vrai nom de mon père. Et parfois, Sager, il vient comme le père quand il était à son enfance. Il n'est pas toujours...
Et c'est vrai qu'il parle du malheur, parle de misère, parle de la difficulté de la vie, etc. Il parle de la philosophie de la vie, comment on voit la vie, etc. C'est vrai, cet aspect-là, il existe dans l'histoire principale aussi, dans le livre. Et c'est pour ça, là, je crois que mon livre, mon roman, l'histoire, la mémoire de sa guerre, il est un voyage dans le lieu. Dans le lieu, il est un voyage aussi dans l'âme et dans le temps. Parce que ce livre-là, il parle de 3, 4 ou 5 villes du Maroc. Il y a la ville de Tiznit, que j'ai essayé de démontrer, et aussi la ville d'Agadir, d'Essaouira, de Marrakech et de la ville de Safi, qui sont vraiment dans leur tradition. Il y a des différences et chaque ville elle est marquée par sa civilisation, sa place dans l'histoire, et aussi par la population, qu'elle soit arabe ou berbère. Parce que, par exemple, la ville de Tiznit, c'est une ville 100% berbère. Il y a des arabes qui vivent dedans. Aussi Agadir, il y a moitié d'arabes. Saouira aussi, c'est une ville de berbères. Et la ville de Safi, c'est une ville vraiment des arabes. Ben, on essaye de démontrer, de présenter cette culture, cette tradition comme il est, et aussi la façon de penser. Il y a aussi un voyage dans l'âme, parce que quand Saguer voyage, il rencontre d'autres personnages de la société marocaine, etc., comme le Ma'alem Hafar, qui est un petit maître qui fait des puits dans la terre pour rassembler l'eau, etc. Il y a le Pauvré, un personnage de Pauvré, Ahmed Pauvré. C'est un monsieur qui était pauvre, qui est plus pauvre même que Saguer. Parce que Saguer, quand il décrit sa situation dans cette maison-là, il ne veut pas rester dans cette misère-là, mais ça va évoluer avec le temps, etc. Il va arriver, et il va voir qu'il y a plus pauvres que lui, des gens qui vivent une misère qui est plus... il rit, lui, quand il voit ces façons de vivre, etc. Donc, vraiment, il n'y a pas seulement Saguer, c'est le narrateur, en même temps, parfois, c'est le personnage qui est l'acteur dans ce roman-là. J'aimerais bien un jour voir ce roman qui se réalise comme un film. Peut-être, c'est pour ça je mets toujours à l'intérieur de personnages. Et si vous voyez que j'utilise le style de narration, etc., c'est pas par hasard, parce que j'ai fait mes études universitaires et j'étais quelqu'un qui aime beaucoup la philosophie, mais j'ai fait la littérature arabe. Comme j'étais professeur de littérature arabe entre 1993 dans la ville de Safi jusqu'à 2004, etc. Et quand j'ai présenté ma thèse à l'université, mon professeur, qui était celui qui m'aide à préparer la thèse, il m'a dit, vous avez réalisé quelque chose que même un élève, un étudiant qui est spécialisé en philosophie ne peut pas faire. Et c'était là, je crois, que le premier ouvrage que j'ai écrit en langue arabe, qui était l'étude structurelle des mythes, la mythe d'Anko, qui est une mythe russe, comme exemple, et j'ai utilisé la méthode de Claude Lévi-Strauss, le scientifique et anthropologue français qui est très connu dans le domaine, etc. Et j'ai fait le tour des grands hommes de la structuralisme pour connaître comment ça se fabrique un texte narratoire. C'est pour ça qu'on trouve à l'intérieur des choses qui sont vraiment scientifiques. Je vous remercie.
le temps court. Je voudrais me tourner, merci beaucoup pour cette présentation, je voudrais me tourner vers Madame Gouziane, avec le roman Sable, traduit en français sous le titre Sable. Alors votre texte aussi est un texte, je dirais un peu rapidement initiatique, dans la mesure où on a un événement au départ marquant, vous allez nous le rappeler, et le récit de cet événement, de ce qui s'est passé un peu avant et surtout pendant et après, et puis cette façon dont la narratrice se rend compte que finalement elle pensait être dans une terre d'accueil, mais elle n'est pas du tout, et elle va retourner chez elle au Maroc, mais il va se passer un certain nombre d'événements, et il y a une dramatisation, il y a une histoire qui raconte, que je ne vais surtout pas divulguer. Oui, merci. Donc, l'élément déclencheur de mon roman Sable, qui s'intitule en anglais Dune Song, c'est le 11 septembre. Juste en parenthèse, personnellement, je ne me serais pas permis d'utiliser cet élément déclencheur dans mon roman si je n'avais pas vécu cet événement à New York. Je sais que c'est un événement planétaire qui, à mon avis, est devenu la toile de fond de notre 21e siècle. Et c'est un peu comme ça que je l'utilise dans le contexte de mon roman. Et effectivement, mon héroïne, Jehan Nathar, qui est d'origine marocaine, mais qui se considère avant cet événement comme étant pleinement Arab-American et intégrée dans la société américaine, elle perd son point de repère vis-à-vis sa définition d'elle-même dans la société américaine et peut-être même dans sa relation à elle-même. Et c'est pour ça que lorsque vous dites que c'est un roman initiatique, c'est un roman où mon héroïne fuit New York à peu près 8 mois après l'événement du 11 septembre, en quête de sens à sa vie et en quête de découverte de soi-même, après un événement qui a été profondément déstructurant. Et donc, elle part où? Elle retourne au Maroc, mais ce constat d'échec qui est l'immigration à l'envers, elle ne peut pas confronter ses parents avec ça, et donc elle s'enfuit dans le désert, pour des raisons qui, lorsque vous lirez le livre, vous comprendrez, j'espère. J'ai choisi le désert en particulier, parce que je trouve que comme parcours initiatique, le désert est un endroit de commencement et un endroit de fin, où tout peut débuter et tout vient pour mourir. Aussi, je trouve que la découverte de soi à travers un acte de fuite, où l'on part à la rencontre peut-être de soi-même, mais à la rencontre de l'autre est intéressant. Et vers la fin pas la fin du livre, mais à un moment, son parcours dans le désert va traverser celui de migrants qui, eux aussi, cherchent quelque chose d'autre, une vie meilleure, une vie différente. Et je trouve que la nature symbolique de l'épuration des sens qui vient de l'expérience du désert est telle que cet horizon devient peut-être la liberté elle-même, et que le mouvement vers une horizon de demain, qu'on puisse constamment être en mouvement vers l'espoir que demain sera meilleur, que c'est ça la liberté. Et donc le livre parle aussi beaucoup des frontières que nous créons, l'illusion de ces frontières, et comment on pourra peut-être construire un monde meilleur dans l'espace qui est en mouvement entre les cultures. C'est à peu près ce que j'essaye de faire avec ce livre. Je vous remercie, mais en même temps, le texte est une immense mise en mots de paradoxes fondamentaux. Il y a ceux qui se sentent mal, celle qui se sent mal, qui revient. Il y a une dimension ici importante dans nos histoires aujourd'hui, c'est que vous n'avez pas évoqué les personnages des parents. Oui. Ça aussi, ça m'intéresse dans ces histoires. Quand on parle de romans de formation, romans initiatiques, il y a toujours des parents quelque part. Heureusement ou malheureusement, ça dépend des cas. Et là, en l'occurrence, il y a cette présence. Une présence qui fait tout pour chasser cette fille. Pas la chasser, mais
qu'elle reste là où elle est, parce que c'est la vraie terre. Je crois que là, le livre touche sur un sujet qui est pourquoi est-ce que les parents vont sacrifier tout pour envoyer leur fille à l'étranger. Ça fait partie des motivations de l'immigration d'une certaine génération, une certaine forme d'immigration. Donc les parents sacrifient tout pour que la fille dans son cas, retourne aux États-Unis parce que l'histoire est un peu compliquée dans le sens qu'elle y est née parce que son père y était initialement et puis qu'il est revenu. Puis le sentiment de va-et-vient entre ces cultures et ces deux rives de l'Atlantique, mais elle ne veut pas que ses parents sachent qu'elle n'a pas réussi son émigration. Et donc c'est pour ça qu'elle les fuit. Mais éternellement, il faut aussi dire que c'est un roman très marocain dans le sens que les parents de Jihan ont vécu les années de plomb au Maroc, que le père de Jihan est un homme qui a passé un certain temps à Tazmamart. Je veux très bien que les gens comprennent que si c'est une autofiction, ce n'est pas une autobiographie et tout ce qui se passe au Maroc n'est pas ma vie personnelle, parce que beaucoup de gens pensent que l'intensité du roman fait que ça ne peut être qu'une autobiographie. Non, j'ai choisi que les choses qui se passent aux États-Unis, comme elles touchent sur l'islamophobie américaine du post-11 septembre, émanent de mon vécu. Mais l'histoire de Jihan est enracinée dans certains points de mon vécu, mais pas tout. Ceci étant dit, donc la peur aussi que les parents ont que la fille va revenir, c'est aussi la mémoire que les parents ont d'un certain Maroc que Jihan pense n'existe plus que dans leur tête. Donc ça aussi c'est important. Une des choses essentielles dans le roman, c'est même au niveau de sa marocanité, les barrières que nous créons en tant que Marocains entre Nord et Sud, que nous créons entre nous-mêmes et aussi que nous sachons occulter. Donc les langues amazighes, la langue arabe, le sentiment d'appartenance au nord ou au sud, toutes ces choses-là, j'essaye de nous faire réfléchir sur comment on peut imaginer un monde sans autant de frontières et quelque part pour Jihan, pousser contre le père et les peurs du père, c'est aussi s'émanciper. Et celle de la mère aussi. Merci. Il y a un élément aussi qui est très fort et sur lequel il faut, je crois, tout à fait insister dans la lecture de votre roman, c'est toute la question des rapports entre image de soi dans l'autre, image de l'autre en soi, et l'aller-retour entre les deux, et qui est quand même tout à fait passionnant, notamment on peut le croire uniquement dans la partie américaine des choses, où elle se sent effectivement mal. Il y a un passage où elle dit « je me sentais une merde ». C'est clairement dans le regard de l'autre qui est en train de la mettre à la porte. Il y a un moment assez fort où elle se rend compte que du jour au lendemain, après le 11 septembre, elle a le visage d'un terroriste tatoué sur le sien. Elle n'est plus, son point de référence n'est plus ce qu'elle a déterminé, mais ce que la société détermine pour elle. Mais ensuite, bien sûr, le retour au Maroc, subitement, elle est quelqu'un qui vient de l'Kharij, de l'extérieur. Et est-ce que ça la limite? Est-ce que ça lui donne un certain pouvoir? C'est une des choses auxquelles je veux que mon lecteur réfléchisse tout au moment où Jihan est en train de faire une nouvelle cartographie de son monde à elle. Et je pense que le livre en lui-même essaye de nous amener à dessiner cette nouvelle cartographie de l'espace entre Orient et Occident. Merci beaucoup. Miss Abouziane. Je me tourne vers vous, Rabia Djelti, avec les ailes de Daouya, parce qu'on a parlé d'enfants. Et là, pour le coup, il y a alors vous imaginez une histoire dans laquelle effectivement, on préparait le lecteur à des petites choses, comme ça, qui peu à peu, le lecteur va comprendre que ce qu'il prenait pour un texte strictement référentiel, je me permets de le dire parce que moi, j'ai pas eu le livre, j'ai eu le fichier PDF. Et je n'avais pas la 4e couverture. Et quand on lit juste le PDF, on est complètement, enfin c'est l'habitude, mais on est complètement innocent. Donc je suis rentré dans le roman et peu à peu je me suis rendu compte qu'il y avait une dimension référentielle. Enfin, on travaille sur une représentation de la réalité avec tous les codes littéraires, etc.
Puis à un moment donné, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a dans le dos? Je vous laisse la parole. Bonjour, je voudrais d'abord remercier Côte Soleil, l'association Côte Soleil pour cette invitation. Je me présente, je suis Rabia Hadjati, je suis algérienne, romancière et poétesse algérienne. J'écris en arabe, donc ce roman-là, avec tant d'autres, ont été traduits en français, et en espagnol, en néerlandais, en anglais, en allemand, etc. Mes romans, en général, ils sont un petit peu hantés par la condition tragique, la condition humaine tragique. Les ailes de Daouya, c'est une femme, un petit peu comme toutes les jeunes filles maghrébines, arabes, amazirs. Elles ont beaucoup de rêves, elles rêvent beaucoup, mais elles ont quand même les pieds attachés. Et là, Daouya, elle a des ailes. C'est ça la réponse. Elle a des ailes qui poussent. Et ce sont des ailes réelles. Et le roman, les effets, ils sont entre Paris, Alger, Oran et Damas. Donc voilà, c'est la réponse de votre question. Et justement, le fait que les ailes poussent, c'est ça l'irruption du fantastique dans le quotidien. C'est-à-dire qu'on finit par être aussi surpris, enfin le lecteur est aussi surpris que le personnage de voir ses protubérances. Et puis, peu à peu, elle va se rendre compte qu'elle n'est pas toute seule à devoir protéger ce qui, au départ, est des protubérances, mais il y a des plumes quand même. Il y a quand même des plumes, ça pousse, il y a des plumes. Et elle se dit, oui, voilà, on se dit, tiens, c'est la figure de l'ange qui est en train d'apparaître. Elle n'est pas toute seule. Non, Yves, c'est pas ça du tout. C'est pas du tout. Je ne sais pas comment vous avez lu le roman, mais Daouya, elle fait partie d'un sixième continent, là où on met toutes les personnalités qui ont été massacrées, tuées à cause de leurs idées, manque de liberté d'expression, d'écrire, etc. Donc le roman, là, celui-là, il a été publié en 2015. Et par coïncidence, je ne sais pas si c'est une coïncidence, et il a précédé, ce roman-là, il a précédé les effets, enfin ce qui est passé à Paris, les événements douloureux qu'on connaît tous. Donc les approches critiques, les lectures, les critiques aussi en arabe comme en français, ils ont trouvé que c'est quand même pas banal de cette coïncidence. Comment le roman, il traite, vous avez lu, Yves, qu'il parle des événements de Bataclan et de ce qui s'est passé à Paris en 2015. Et là, c'est pour ça que Balzac, elle a tenu à traduire ce livre. Il est venu un peu 5 ans après, mais il parle de ce qui s'est passé à Paris, à travers Sappho, la prostituée iranienne qui est rentrée à Paris. Elle est partie d'Iran parce qu'elle a vu son bien-aimé la tête coupée, parce qu'il était politiquement incorrect par rapport au barbu, il était communiste. Donc il est venu à Paris pour travailler n'importe quel boulot, pour vivre ou bien pour mourir en fait. Elle est morte vivante. Et là, elle voit que Paris se décompose. Il y a le Paris qui était le havre de paix par rapport aux philosophes du monde, aux écrivains du monde, aux artistes de tous bords qui venaient ici pour vivre leur liberté d'expression, pour vivre leur liberté artistique.
là, c'est l'espace qui rétrécit, qui se rétrécit, et même les, je ne sais pas, Zeus, le chien du chanteur des rues, qui parle avec Daouya, parce que Daouya, elle aussi, elle n'a pas que des ailes, elle a aussi un autre don, c'est parler aux animaux, parler à toutes les créatures. Donc Zeus, le compagnon de Jean-Paul, le chanteur de rue, c'est Zeus qui lui dit, voilà, nous, on est chassés des boulevards que nous avions l'habitude de chanter, et donc on est là parce que les barbus, ils ont pris, les fanatiques, ils ont pris la place. Donc on est un petit peu éloigné de notre espace, de notre propre espace. Donc il y a, dans le roman, il y a ce malaise qui est qu'on sent tous, qu'on vit tous, soit en Algérie, soit en France. C'est cet espace de liberté qui diminue, qui nous étrangle. C'est ça. Oui, tout à fait. Quand je parlais de la figure de l'ange, ce n'était pas du tout le résultat, c'est l'effet de la lecture. C'est-à-dire que la lecture, elle est orientée, et puis, c'est ce que je disais tout à l'heure, on ne comprend pas ce qu'elle a dans le dos, on va le comprendre petit à petit. C'est fait avec beaucoup de comment je dirais, il y a un rapport au temps de la lecture dans votre roman qui est très très intense. Et puis, il y a effectivement la figure de l'ange pour le lecteur, puis on se dit non, c'est pas ça. Et parce que ça monte. Alors, il y a une assemblée, il y a des gens qui ont des ailes qui se retrouvent, qui sont sur ce 6e continent, et elle commence à apprendre, le personnage commence à apprendre, à comprendre qu'elle fait partie d'un groupe. Le mot d'élu, me semble-t-il, n'est jamais écrit, n'est jamais prononcé, mais on a l'impression que c'est de ça dont il s'agit. Et puis, peu à peu, on va vers quelque chose qui ressemble quand même très fortement, hein, je reprends mon vocabulaire presque chrétien, celui de l'Apocalypse, c'est-à-dire qu'il y a effectivement un effet de révélation. Les barbus sont partout, sont en train de prendre le pouvoir, il y a un certain nombre d'événements gravissimes qui se produisent, et la société est en train de changer, et on est à 5 minutes avant un cataclysme, enfin j'exagère, mais on est à la veille d'un cataclysme, et tout le monde se prépare à rejoindre effectivement soit ce 6e continent au moment où le cataclysme aura lieu ou pas. Enfin, il y a quelque chose qui reste quand même un tout petit peu flottant à la fin et qui laisse effectivement le lecteur sur sa fin. C'est ça qui est important dans l'écriture romanesque. Absolument. Non, parce que le calcul de l'événement par rapport au... il faut lire le moment dont je parle. Le résumé. Surtout pas. Donc, il y a le 6e continent, il a un autre calcul. Donc, ils ont pris part, ils sont chez des philosophes, chez des artistes. Des artistes. Non, des architectes. Oui. Et pour savoir, pour bien calculer, quand est-ce que l'événement va se produire. Donc, ce n'est pas le même temps. On n'est pas au même temps. Le 6e continent, il est peuplé d'une population qui n'est pas uniquement de notre ère, mais c'est pratiquement, il y a Socrate, il y a Kant, il y a Platon, il y a Onkelto, mais il y a... La conversation entre ces personnages voilà. est particulièrement vive et particulièrement dense. Oui, tout à fait. Moi, ce qui me... Alors, on va revenir, si vous voulez bien, un tout petit peu, mettre un tout petit peu en retrait de la fiction elle-même. Mais moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la question, non pas du procédé, mais du genre, pour le coup, qui est on sait que l'appel au fantastique est très fréquent dans l'art de la nouvelle. Je pense en particulier aux nouvelles en Tunisie, en langue arabe, pas en français, comme ça a été mis en évidence par un certain nombre de chercheurs cette année. Et là, pour moi en tout cas,
c'est la première fois que je lis un texte de cette, voilà, de ce genre, de ce type. Et il me semble que l'appel au fantastique, il correspond à une façon de dire des choses autrement qu'avec la fiction qui se voudrait, encore une fois, rationnelle. Vous avez raison, Yves. Ou référentielle. Oui. De toute façon, moi, le fantastique, j'adore. Même mes poèmes, mes recueils de poèmes, mon premier recueil de poèmes a été publié en 1981. Et là, il y a le fantastique. Toujours, j'ai je sais pas, cette faiblesse vers le fantastique, peut-être ça vient de ma grand-mère, parce que moi, j'avais pas eu de mère, donc je suis déjà issue ou bien née d'une histoire fantastique et dramatique. Donc, c'est ma grand-mère qui est andalouse, qui est issue d'une famille, c'est elle qui m'a pris en charge pendant quelques années avant que mon père se marie. Donc, c'est elle a ce don-là de raconter, et de raconter des histoires banales avec des dimensions incroyables. Par exemple, je lui dis, si elle était dure déjà, elle ne parlait pas beaucoup, elle avait juste des mots clés, elle n'était pas bavarde. Donc, quand je lui demandais de me raconter des histoires, là, sa langue, elle devient très, très déliée. Donc, je lui demande de me raconter Lounja, par exemple. Lounja Oulroul, c'est une histoire très connue au Maghreb. Lounja Oulroul, elle a un début et elle a une fin. Mais elle la transforme d'une façon mais agréable à écouter. Donc c'est le fantastique que j'ai eu depuis quand j'avais 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, qui m'a hantée. Et jusqu'à maintenant, tous mes poèmes, tous mes romans, il y a toujours le fantastique dans le roman. Mais bien sûr, le fantastique, il représente aussi le réel. Et le fantastique, pour moi, c'est le marteau de Nietzsche. C'est-à-dire, c'est quelque chose avec laquelle on détruit tout pour reconstruire quelque chose de neuf. Quelque chose, et surtout avec notre ère qui est vraiment ligoté, en cherchant comment combattre ce fanatisme qui nous hante. Bien sûr, le monde ne va pas bien. Et le livre le dit carrément, le monde ne va pas bien, l'humanité, elle est en détresse, le manque de liberté, le manque de vivre la bonne vie, comme on dit. Et ça, c'est le roman, je pense que c'est la quête de ce roman, c'est vers comment récupérer l'humanité en nous, comment récupérer la liberté en nous et comment combattre ce fanatisme qui nous ronge. Merci infiniment, Rabia Delty. Juste, effectivement, le fantastique, il est d'autant plus efficace qu'il se présente comme la réalité. C'est-à-dire que le roman fantastique ne va surtout pas se prétendre roman fantastique. Il va juste intégrer les éléments dans la réalité. Et c'est ça qui est très, 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 très surprenant. Et ça, c'est une première chose. Une deuxième chose dans ce vivre bien, vous l'avez évoqué tout à l'heure, et je voulais presque terminer dessus, le fait que Daouya parvienne à entendre et peut-être parler avec les animaux veut dire quelque chose de très important, parce que c'est aussi ce lien-là que la modernité nous a fait perdre. Écouter et dialoguer avec un animal, c'est effectivement une sorte de vieux rêve de l'humanité, et on l'a pratiquement perdu. Absolument. Aussi, il n'y a pas que Zeus, le chien, il y a aussi la perdrix. Oui. Il y a plusieurs femmes ici, donc on ne va pas quand même voler
le plaisir au lecteur, il y a lumière. Doria, c'est lumière, ça veut dire lumière en arabe. Donc elle est lumineuse, c'est aussi significatif, c'est symbolique. Et il y a aussi plusieurs femmes. Il y a des figures féminines extraordinaires. Oui, donc le personnage aussi qui est un peu problématique, c'est la dame qui traverse les douanes. Donc elle dit que c'est à cause de la Syrienne qui elle faisait la navette entre Damas et Alger et Oran. Et donc elle dit c'est à cause de cette Syrienne qu'elle connaissait très très bien, elle a mis la perdrix dans une cage sous la lumière. Cette perdrix, elle souffre, donc à cause, pour elle, à cause de ce fait que les guerres ont retenti en Orient. Donc voilà, c'est du fantastique, mais aussi ça a un effet, ça part dans la réalité que nous vivons tous, soit en Orient, soit en Occident. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me tourne vers vous, Assouna Masbahi, avec un texte très fort, très intense aussi. Pas de deuil pour ma mère. Alors vous prenez une situation qui est la situation d'une partie de la société tunisienne dans les années qui nous précèdent, avant la chute de Ben Ali ou avant la révolution tunisienne, et vous, à l'intérieur d'un groupe, d'une famille qui vit une très très grande précarité, vous racontez une histoire à deux voix. D'un côté la voix du fils et de l'autre côté la voix de la mère. Et quand le roman commence, l'histoire est terminée. Et peu à peu, on va découvrir ce qui s'est passé. Merci beaucoup. Je voudrais... Ah oui. Rabia vient de dire qu'il y a le fantastique et le réel. Moi, je dis que le fantastique vient du réel. C'est le réel qui donne naissance à tout ce qui est fantastique dans la littérature. Bien sûr. Et ça, depuis les Grecs jusqu'à nos jours, chez les Arabes et tout. Donc, moi, je suis parti d'un fait divers, et ce fait divers, je ne suis pas le premier. Il y a beaucoup d'auteurs. Madame Bovary, à l'origine, c'est un fait divers. Aussi Crime et Châtiment de Dostoïevski, Anna Karénine, de Tolstoï. Il y a des faits divers qui ont poussé des écrivains à s'approfondir à la recherche du réel et du fantastique dans leur société. Donc moi je suis parti d'un fait divers que j'ai vécu jeune, et j'ai vu le jeune qui a brûlé sa mère, et puis cette histoire s'est gravée dans ma mémoire jusqu'à 2004. Je suis parti en Allemagne, j'ai vécu en Allemagne 20 ans, je suis revenu et j'ai commencé à étudier la société tunisienne. J'étais absent et je voudrais bien comprendre ce qui se passe dans mon pays, dans les quartiers pauvres qui peuvent refléter la réalité sociale, économique et politique du pays. Si pas dans les grandes villes et dans les quartiers riches et tout ça, mais dans les quartiers pauvres, là où les jeunes s'aventurent et traversent la mer Méditerranéenne pour chercher le paradis, c'est-à-dire l'Europe. Là où les jeunes commettent aussi des crimes sauvages, là où les jeunes vendent de la drogue, la prostitution, tout ça, c'est dans les quartiers populaires. Et j'ai commencé à faire des promenades dans ces quartiers, à écouter des histoires, et tout d'un coup, ce fait divers, commis dans les années 70, est revenu, et j'ai commencé mon roman. Et la deuxième chose, c'est la technique. Un fait divers, c'est journalistique. On ne peut pas écrire un roman à travers un fait divers seulement. On écrit un roman, il y a la technique, il y a la langue. La technique, bon, moi je l'ai emprunté plutôt à Faulkner dans Tandis que j'agonise. C'est un roman très fort qui m'a marqué dans ma jeunesse. Et c'est un roman à plusieurs voix, qui raconte la mort d'une mère. Mais à travers la mort de la mère, on comprend beaucoup de choses psychologiques, sociales, politiques et tout et tout.
Et donc j'ai trouvé la technique après des recherches, c'est le fils qui raconte son histoire, et c'est la mère. Et donc chacun, on voit cette vie à travers deux voix, et à travers deux visions. Chacun, il a le fils qui déteste sa mère, parce qu'il croit que lui, il est le fils de sa grand-mère. Sa grand-mère, restée dans le village, c'est elle qui représente la terre, l'âme du pays. Mais sa mère qui a immigré de ce village pauvre pour s'installer dans la ville, mais en fait, elle n'est pas devenue citadine. Le quartier populaire, c'est aussi la pauvreté, c'est pas aussi la ville. Donc, elle est défigurée, et puis, c'est pas elle-même qui s'est défigurée, c'est le quartier, les rumeurs. Et vous savez très bien qu'on peut mourir à cause des rumeurs. Depuis, et dans le texte connu dans la littérature mondiale, l'Énéide, il dit que les rumeurs, c'est comme les tempêtes qui fauchent des forêts. Donc, on peut mourir à cause de ça. Et les rumeurs, moi, j'ai donné une dimension dans le roman pour comprendre comment vraiment la rumeur, lorsqu'il n'y a pas de liberté de presse, il n'y a pas de... Alors les gens, ils se réfugient dans les rumeurs pour pouvoir placer leur fantaisie en quelque sorte. Et les rumeurs, c'est aussi, ça gonfle les choses. Ça gonfle, ça devient... C'est une petite chose, ça devient terrible et tout ça. Et donc, voilà, et je n'ai pas oublié aussi dans mon roman la littérature orale. Rabia vient de raconter les histoires de sa mère, moi je le rejoins, et je dis que nous sommes marqués par les histoires que nous avons entendues. Enfants, nous ne sommes pas marqués seulement par Kateb Yassine, par Faulkner ou par Najib Mahfoud ou par Taïb Salah. Nous sommes aussi marqués par ces gens-là qui étaient à notre service culturel, au service de notre imagination, lorsqu'il n'y avait pas de radio, pas de télévision, pas de moyens de communication avec le monde. Alors ces gens-là nous parlent de villes lointaines, de gens qui deviennent des animaux qui deviennent des êtres humains et tout ça. Et voilà, donc dans le roman, le lecteur, moi je ne vais pas résumer le roman, c'est au lecteur de lire ce roman pour découvrir tout cela, et voilà. Je pense que j'ai répondu à votre question. Merci, mais j'enchaîne. Oui, tout à fait. Je ne vais pas me permettre de contester ce que vous venez de dire. Je suis évidemment tout à fait d'accord. Ceci dit, le roman, il pose aussi un certain nombre de questions par rapport à ces récits qu'on raconte dans l'enfance, par rapport à une biographie plus ou moins maîtrisée, des histoires de parents, des grands-parents, ou du clan. Sauf que le personnage ici, le personnage du jeune homme, il est un peu particulier, parce que précisément, lui, il ne s'est pas nourri seulement de ces histoires. Ouais. Et il s'est nourri aussi de quelque chose qui était un peu les études, et puis voilà, ça s'arrête à un moment donné. C'est un passionné de Ibn Battuta. Pourquoi j'ai choisi de Ibn Battuta? Parce que pour moi, c'est pas un écrivain, Ibn Battuta, c'est un voyageur. Et c'est quelqu'un qui a voyagé sans mission. Il est parti à la découverte du monde sans aucune idée. Il a dit, voilà, je pars. Et je vais placer ma tente là où je veux, où ça me plaît. Et donc, moi, j'aime beaucoup ce voyageur. Marco Polo, les autres, les missionnaires, les voyageurs, alors, ils ont une mission. Ils partent, je vais faire ça, je vais propager l'islam. Lui, il n'est pas parti pour propager l'islam. D'ailleurs, il critique. Non, il critique beaucoup. Son livre est très critique vis-à-vis des tyrans orientaux qui utilisent la religion contre leur peuple. Et au nom de cette religion, ils tuent les gens. C'est comme aujourd'hui. Donc, ce n'est pas nouveau. Et c'est pour dire... Donc, lui, il se réfugie en quelque sorte dans les contes de sa grand-mère. Et il se réfugie aussi chez Ibn Battuta parce qu'il lui raconte des histoires fantastiques. Et d'ailleurs, moi je termine le roman par un conte. Vous avez dit que le roman ça finit au début, et ça c'est la technique. Mais je laisse le lecteur très curieux de découvrir ce qui va se passer. C'est ça. Et donc à la fin, quand je reviens au conte,
c'est qu'il attend la mort. Alors, la seule chose pour oublier la mort qui le hante et qui est là devant lui, c'est de se réfugier dans un conte raconté par sa grand-mère. Et le personnage principal de ce conte, c'est Aladdin, et lui, il s'appelle aussi Aladdin, et on sait très bien, dans Mille et une nuits, que représente Aladdin dans les contes de Mille et une nuits. Voilà. Merci. Vous me rappelez là, effectivement, que la sédentarité, c'est l'entropie, et que le voyage et la circulation, c'est précisément l'échange de différentes températures. Alors, Assoudun vient d'évoquer quelque chose autour de la question du religieux, de la tyrannie, etc. C'est quand même un peu au centre de votre travail, de vos textes. Allah n'habite pas la Mecque. Mais moi, je vais partir pour parler pour vous lancer sur l'évocation de votre livre, sur un texte qui m'a fait, excusez-moi, hurler de rire. J'étais tout seul dans le train, et qui s'intitule « Allah et les femmes au pays de l'islam ». Et vous racontez quand même une drôle d'expérience. Vous pouvez la résumer en 2 mots, je sais pas. Il est devant sa télévision et je zappe, rien de spécial. J'adore la lecture du Coran par la voix du célèbre récitant Abdelbasset Abdel Samad. Et alors il regarde, il écoute, et puis il y a des pubs dessous. Et des pubs sur quoi? Des annonces proposant des remèdes magiques pour agrandir l'organe génital masculin. Il change de scène, de chaîne, pardon. Il change de scène, de chaîne, et puis c'est toujours la même scène. Voilà. C'est d'autres réclames pour les femmes qui cherchent une chevelure longue et sexy, et sous la lecture du Coran, la sourate de Youssef. Au suivant, une autre annonce sur les meilleures et efficaces méthodes d'épilation des organes féminins intimes, etc. etc. Et ça se termine, et là je pense que vous prenez des risques, et je zappe, alors il y en a d'autres, hein, mais il faut les lire, et je zappe, et cette fois-ci pour voir l'émission La Grande Librairie. C'est l'Algérie, quoi. Voilà. C'est l'Algérie, effectivement, mais on est d'une certaine façon aussi, j'espère que je vais vous choquer, dans quelque chose qui est à la limite du texte blasphématoire, si j'étais un peu à fleur de peau. D'abord, merci Yves. Je ne veux pas être une fausse note dans ce débat, parce que le discours était en quelque sorte narratif, c'était sur le roman. Et quand même, je vais essayer parce que même le texte là, Allah n'habite pas la Mecque, c'est sous forme de contes, du quotidien, mais exactement, ça touche une situation de blasphème. Moi, je pense que qu'est-ce le rôle d'un écrivain? C'est quoi le rôle d'un écrivain? C'est quoi le rôle d'un penseur? C'est ça l'essentiel dans ce texte. Le rôle d'un écrivain, c'est comment perturber la paix, la fausse paix qui existe. Le rôle de l'écrivain, c'est comment faire une provocation, mais une provocation qui n'est pas gratuite, mais une provocation assise sur le savoir. Parce que le livre, Allah n'habite pas la Mecque, c'est un livre aussi sur l'histoire, sur la religion, sur le sexe, sur le politique, sur les femmes, liberté, laïcité. Tous ces concepts philosophiques et politiques, il faut avoir une culture. Moi, je suis professeur à l'université, je suis un chercheur. Il faut avoir une culture pour traiter ces problématiques. Excusez-moi, c'est mythologie. Peut-être que c'est ça aussi. Oui, exactement. Je pense à l'art. Oui, tout à fait. Tout à fait. Ce livre, je l'ai fait, c'est une trilogie. Il y a d'abord, j'ai publié d'abord Un incendie au paradis, c'était le premier tome. Le deuxième tome, c'était La boîte noire de l'islam. Et le troisième, c'est Allah n'habite pas la Mecque. Pourquoi j'ai fait cette trilogie qui traite, je crois, 6 axes essentiels. D'abord la religion, la religiosité, la régionalité
la diversité, la liberté et les femmes et la laïcité. C'est un petit peu les termes que je traite dans ce roman. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que je suis en train de préparer un roman. Un roman sur un prophète berbère. C'est le prophète, dans l'histoire de la religion, on parle toujours des prophètes de l'Orient. On a peut-être 36 000 prophètes d'Orient, de l'Arabie Saoudite, de la Palestine, etc., de la région, d'Irak, etc. Dans cette région de l'Égypte, dans cette région, on a plus de 36 000 prophètes. Et là, en cherchant, en travaillant sur cette trilogie, j'ai trouvé qu'il y avait un prophète berbère. Et je commençais à creuser dans l'histoire de la religion universelle, dans les encyclopédies, etc., dans la religion, les religions. Et je commençais à faire ce roman. Mais tout ça pour vous dire que c'est écrire aussi un roman, c'est pas uniquement le sujet, mais la langue, les techniques, mais aussi le savoir. Le savoir. On ne peut pas faire quelque chose sans s'appuyer sur le savoir. Certes, ce roman touche à des tabous. Pardon, ce livre, Allah n'habite pas la Mecque, c'est les tabous. Moi, j'aime bien travailler sur les tabous parce que je considère que le travail d'un écrivain ou d'un penseur, c'est comment faire reculer les murs de la liberté. Comment donner au lecteur une liberté dans la pensée, c'est-à-dire comment lui donner un moment de réflexion autre, un moment comment s'échapper à l'enfermement des dogmes, de ce qui a été lu ou dit, etc. C'est comment réveiller dans le lecteur des questions. Je crois que c'est ça le rôle, c'est ça un petit peu l'idée centrale de ce roman autour des concepts que je viens de citer. Merci beaucoup. La question est effectivement celle c'est présent dans tous les textes de ce matin, la question du rapport à la mémoire. C'est un mot qu'on n'a pas donné tout à l'heure, que ce soit la mémoire du présent et puis d'un avenir hypothétique, que ce soit la mémoire familiale, du clan, ou des postures, des comportements, on n'en a pas parlé. Il y a un passage étonnant de description du repas où le personnage est écœuré. Les gens mangent du couscous, je crois, et palpent les viandes comme ils palpent leurs femmes. C'est terrifiant. Okay, le personnage, il n'est pas du tout ironique, enfin, il ne rigole pas quand il dit ça. Il a même la nausée. Et donc, ces questions de mémoire proche, et en même temps de mémoire du plus lointain qu'Anissa et Douziane nous présentent. Parce qu'il y a quand même une scène, on n'en a pas parlé, il faudra découvrir, il y a une scène dans le sable qui est absolument étonnante. Je parlais au roman initiatique, là, pour le coup, on est en plein dedans. Et puis de cette mémoire, et en même temps de cette mémoire que le personnage essaye à la fois de conserver, chez donc Pas de deuil pour ma mère, et puis dont il cherche à s'affranchir, parce que cette mémoire, elle lui pèse. Elle est là, il la veut pas. Et en même temps, elle est là, et elle vient chaque fois le tarauder. La question de la compréhension par le lecteur, encore une fois, c'est ma place dans vos histoires, de comprendre qu'une évidence, mais que l'une est la mère de l'autre, et l'autre est le fils de sa mère, ça n'arrive pas immédiatement. Il faut lire plusieurs échanges, plusieurs niveaux, puis tout d'un coup on se dit tiens, oui, ça y est, j'ai compris. Alors là, à ce moment-là, il y a l'effroi, parce que depuis le début on sait qu'il y a un crime, on sait quelles sont les conditions du crime, mais ça n'est que vers le dernier tiers du roman qu'on se rend compte qu'effectivement ils parlent l'un de l'autre, et en cherchant à s'éliminer tout en s'aimant beaucoup, dans cette espèce de rapport très très bizarre. Donc moi c'est ça qui me retient, et tout d'un coup vous venez, Amine, parler de cette mémoire finalement mal fichue par rapport au sacré, de cette mémoire qui est déformée. Hein. La plupart des textes ici reconstruisent une mémoire, et là vous dites dans la réalité, la mémoire elle est très mal fichue, on raconte n'importe quoi. Absolument. Il y a des textes, je ne vais pas tout évoquer, mais il y a des textes qui sont assez radicaux sur
la façon dont finalement les musulmans n'aiment pas Dieu. Quand vous disait ça à tête reposée chez nous, là on se dit tiens, il y a quelque chose de bizarre, n'est-ce pas? Effectivement, c'est argumenté, oui. Non, vous avez parlé, vous avez vraiment indiqué quelque chose qui m'intéresse beaucoup, c'est le problème de la mémoire. Eh bien, chez nous, les musulmans, je ne parle pas des autres, parce que moi, j'appartiens à cette culture, eh bien, ils veulent que nous ayons tous une seule mémoire. La référence essentielle, c'est le début de l'islam. C'est pour cela que chaque année, au mois de Ramadan, il y a toujours à la télévision, la seule chose à laquelle on se réfère, c'est le début de l'islam, les conquêtes de l'islam. Donc cette mémoire, il l'impose à tout le monde. Et l'écriture de Rabia, de Anis et de mon ami, là, Amin, nous essayons de dire qu'il n'y a pas une mémoire collective. Il y a une mémoire collective, mais il y a aussi, chaque individu, il a sa mémoire. Et notre arabe, aujourd'hui, la langue arabe, on essaie de lutter contre l'arabe sacré, qui nous impose à travers la langue coranique. Et quand nous écrivons en arabe, c'est une lutte, parce que nous essayons aussi de dire que l'arabe, c'est aussi la langue d'aujourd'hui, du réel, de ce jeune homme, de cette femme, analphabète et tout ça. C'est ça le travail dans un roman écrit en arabe, comme vous avez dit. Oui, c'est à vous. Mais bien sûr, on écrit à partir de l'arabe parce qu'on est en train de forger une nouvelle langue qui puisse dire cette réalité médiocre, cette réalité tragique. Voilà. Oui, bien sûr. C'est juste pour rebondir sur ce que vient de dire Hassouna Msbahi. C'est effectivement, il faut comment se libérer d'une mémoire lourde, d'une lourde mémoire. C'est une mémoire de ciment, de béton. Et c'est une mémoire, en général, c'est une mémoire religieuse. Et c'est une mémoire qui ne laisse pas la liberté de penser, la liberté d'aller plus loin, la liberté de se poser des questions. L'être humain dans le monde, effectivement dans le monde musulman, il est pris en charge par elle avance dès l'enfance jusqu'à la mort dans un tunnel, exactement. C'est dur de combattre la mémoire. Et je pense que, encore une fois, les romanciers, les écrivains, les philosophes ont été toujours chassés dans l'histoire l'histoire musulmane parce qu'ils étaient contre cette mémoire. Par exemple, je prends Abou al-Ala al-Marri, je prends Averroès, les grands philosophes. Les grands philosophes étaient toujours considérés comme des athées, des blasphématoires. Ils étaient chassés parce qu'ils étaient contre cette mémoire imposée, comme l'a bien dit Yves, c'est une mémoire de charme. C'est une mémoire qui ne laisse pas aller plus loin. Je pense que notre ami vous parlez d'une mémoire qui pour moi sonne très masculine. Moi, j'ai une mémoire très féminine qui me vient des contes qui m'ont été transmises par ma grand-mère paternelle, qui elle aussi était une femme analphabète, comme on en a parlé, qui m'a transmise sa mémoire qui venait d'autres femmes, et aussi qui m'a appris que la mémoire, elle est dans le corps. Elle est physique, elle n'est pas simplement dans l'intellect. Et donc dans mon roman, quand Jehan arrive dans le désert, elle porte un fardeau colossal qui est de son vécu, qui est sa mémoire vécue, et qu'elle a besoin de déverser très physiquement dans la terre. Et c'est la terre du désert, c'est pour ça je n'en dirai pas trop, mais elle est ensevelie jusqu'au cou dans la dune, et la dune lui prend cette mémoire et lui redonne une autre, celle qui appartient carrément au continent africain, parce que nous, en tant que Maghrébins, nous sommes aussi africains. Et c'est important de comprendre ça, et je pense que quelque part, la mémoire féminine ne l'oublie pas. Merci infiniment, Anissa Louzienne.
Vous avez pointé quelque chose que sur lequel je voulais des interventions, mais en fait le temps passe, il faut qu'on s'arrête. Moi, dans 10 minutes, je suis à côté. C'est le rapport au corps qui est présent dans tous les textes. Il faut clair, et dans pas les contes, mais les micro-récits, les mythologies d'Amin Zami. Pas que, c'est pas que du pamphlet. Il y a quelque chose qui se passe. Voilà, et il me reste à vous inviter ce soir ici à la table ronde consacrée à Ombre et Lumière de l'âge d'or islamique, précisément avec El Awardi qui travaille sur essayer de comprendre qu'est-ce qui n'est pas raconté et qu'est-ce qu'il faut reprendre, qu'est-ce qu'il faut être entre lui. Je voudrais juste dire quelque chose par rapport à mon travail de romancière. C'est vrai que la mémoire, pour moi, c'est quelque chose, c'est une base très très importante, mais ce qui me concerne, ce qui me hante, c'est comment aller vers le futur. C'est pour ça que depuis mon premier roman, enfin depuis mon premier livre en 81, depuis mon premier roman en 2008, j'ai toujours été, je ne sais pas, les gens trouvent que il y a toujours une prophétie. Par exemple, en 2009, il y a eu l'Extase, le roman Extase, et tout de suite après, il y a le soulèvement du monde arabe. Le Club des Pins, tout de suite après, j'ai parlé des Touaregs, et un mois après la sortie du livre, il y a eu un soulèvement des gens du Sud, dans l'Algérie, et ainsi de suite, tous les romans comme ça, parce que je ne veux pas rester dans le couvent de la mémoire. Je voudrais, bien sûr, prendre la mémoire comme un terrain vague et bien nourri pour aller vers le futur de l'humanité que nous attendons tous. Parce que moi, franchement, personnellement, je ne suis pas tranquille de ce qui attend notre petite terre malheureuse. Espérons le mieux, c'est tout. Merci. Merci beaucoup, Rabia Jati. Merci beaucoup à vous, à votre générosité. Merci au public de sa présence et de son écoute.